Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle donc voilà, Guylain Chevrier. Donc, je suis formateur en travail social et j'enseigne le droit public à l'Université Paris 13, mais un public un petit peu particulier puisque c'est en formation continue. Donc, c'est beaucoup des jeunes et des moins jeunes en fait qui reviennent vers les études universitaires et donc qui font en fait un cursus de droit sur une année pour ensuite se projeter dans l'enseignement supérieur. Donc, on va dire, eh bien, bon, Villetaneuse, c'est quand même, et sans du tout vouloir mettre une sorte d'étiquette, mais quand même, voilà, c'est vraiment, voilà, on est dans les milieux populaires, et donc c'est aussi, voilà, on va dire, cette formation continue de l'Université Paris 13 correspond à une certaine démarche. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire entendre. Donc, j'interviens à la FBB, particulièrement sur une question de la laïcité et de la neutralité dans le travail social. Et puis, donc, j'interviens à l'École de formation psychopédagogique de Paris, plus particulièrement, donc, où je forme les futurs éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants et assistants sociaux, le cas échéant. Je m'en arrêterai là. Voilà pour ma présentation. Et j'ai une, j'ai un parcours de travailleur social. J'étais 25 ans éducateur spécialisé, voilà, avant d'entrer, enfin de faire de la formation et de l'enseignement. Bien, écoutez, on est ensemble pour un petit moment sur la question voilà, des droits des femmes et la façon dont ces droits ont pu s'affirmer et pourquoi. Parce qu'on pourrait dire, après tout, ça peut être un sujet comme un autre, mais c'est quand même un sujet particulier qui relève effectivement d'enjeux qui sont ceux du monde contemporain, et plus encore, puisque, on en dira quelques mots, mais depuis la haute antiquité, la question de l'égalité entre les sexes, et même plus encore, au-delà de la question de l'égalité entre les sexes, aussi la réponse à une réalité qui n'est pas toujours la même selon les sexes, puisqu'il y a aussi une différence des sexes, puisque bien, la femme, par rapport à l'homme, est porteuse eh bien, de la possibilité de procréer, ce qui fait qu'il y a aussi un certain nombre de droits qui relèvent de cette situation. Et vous savez, dans toute société, il y a des statuts et des rôles qui sont définis avec des complémentarités. C'est typiquement cette complémentarité entre les deux sexes qui ne font finalement qu'un, bien sûr, si on veut avoir une vision un petit peu universaliste un petit peu de la chose, bien évidemment. Et donc, effectivement, donc on a un peu une double dimension, en quelque sorte, celle de l'égalité des droits, de la conquête de l'égalité des droits, et puis aussi donc dans le domaine de l'égalité et aussi dans le domaine de la reconnaissance de ce qui peut être particulier donc eh bien voilà, à l'être féminin qui effectivement donc a longtemps constitué un tabou, hein, tout ce qui concernait à la fois la procréation, la menstruation, hein, pour parler dans un langage plus, je dirais, familier, ce qu'on appelle les règles, voilà, enfin des choses qui ont été longtemps effectivement tues, et l'avortement donc clandestin, avec parfois pour conséquence le décès de la personne qui tentait, par des moyens qui n'étaient pas médicaux, donc effectivement, de faire le choix de ne pas garder un enfant, ce qui est devenu aujourd'hui donc ce qui est devenu un droit. Alors, cette histoire qui est une histoire à la fois de portée, alors on va regarder l'histoire de la France de ce point de vue-là, pas simplement l'histoire, mais plus un peu aussi le domaine des idées, mais donc une histoire aussi de portée universelle, puisque bah, ça concerne voilà, toute la planète finalement, cette question. C'est une question aussi d'évolution des sociétés. La France a connu sa propre évolution. Alors, parfois, on a un peu l'impression que la question de l'égalité entre les sexes a à voir uniquement avec une sorte de combat, et qui a été réel, qui est le combat féministe, qui est encore d'actualité, sous des formes un petit peu différentes, mais il y a aussi des phénomènes sociaux qui sont venus transformer la société française et qui ont amené à l'émergence, on le verra, de l'individu de droit. Et dans cette dynamique, eh bien, la question de l'égalité aussi a pris une place nouvelle. Donc, et puis, il y a les représentations, bien sûr, enfin, qui relèvent des mentalités.
des préjugés parfois. Donc, comment on a évolué aussi par rapport à ça, le regard qu'on portait, que d'ailleurs un sexe et l'autre portaient l'un sur l'autre. Et puis aussi, historiquement, avant 1906, eh bien, les parents décidaient du mariage, choisissaient les époux. Donc, on était aussi dans quelque chose dans lequel étaient pris les deux, l'homme et la femme, pas simplement la femme qui, à sa place, évidemment, a longtemps été considérée comme mineure par rapport à la fonction qu'occupait l'homme dans la société, mais donc on voit que c'est un processus global. Ce n'est pas simplement un processus qui concernerait un sexe contre l'autre. Ça, il faut effectivement essayer de déjouer tout de suite un petit peu cette vision qui serait tout à fait caricaturale. D'ailleurs, j'ai un petit livre ici qui donc, un petit bouquin qui est assez intéressant pour ça, justement pour montrer un petit peu que cette question, elle concerne, elle concerne la fille comme le garçon. Vous savez, c'est un petit livre qui s'appelle « Question d'ado ». Ça a été fait par le département du Val-de-Marne. Et qu'est-ce qu'on y lit tout de suite dans ce petit bouquin? Eh bien, on interpelle les adolescents sur la question « Un enfant, pourquoi et pour qui ?» Qu'est-ce que c'est que devenir parent, le devoir des parents, être père, être mère? Et on a plusieurs pages comme ça qui permettent de s'interroger tout simplement, librement, sur cette question, et donc de la question de se protéger, donc effectivement du préservatif et aussi de l'interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire des questions qui sont devenues quasiment libres. Alors que tout ça a dû passer par une véritable révolution. Donc, déjà, je crois que dans cette mise en perspective un petit peu tout de suite, parce qu'il faut toujours remettre un peu dans une perspective d'ensemble les questions de société, c'est toujours mieux. Et donc, effectivement, donc de regarder cette histoire de cette manière-là, pour ne pas se tromper, il n'y a pas des camps retranchés, même s'il y a une histoire complexe et qu'il est indéniable que pendant de longs siècles, eh bien, s'est établi un système de domination de l'homme sur la femme et qu'il a fallu, pour que cette égalité s'affirme et soit conquise, donc plus d'un tour de force. Donc, on voit, moi, je suis intervenu auprès dans les classes de 4e et de 3e, donc dans les collèges, sur la question des conduites à risque, les relations garçons-filles, et donc la prévention, santé, sida, etc. Donc, on voit, vous voyez, ça fait partie de ces enjeux-là. Et donc, on est sur voilà, sur un aboutissement en quelque sorte, et je vais m'y arrêter un petit peu tout de suite pour qu'on ait un petit peu l'état des lieux, un petit peu des choses en la matière. Alors ça, c'est une affiche qui a été réalisée pour le 8 mars, qui est la Journée internationale des femmes. Vous voyez, donc c'est une femme avec des moustaches qui sont sur les yeux. Donc c'est un petit peu une affiche un petit peu rigolote. Voilà, homme-femme, égalité, vous voyez, on est sur un thème qui est vraiment celui où on rassemble, voilà, et non pas, on n'est pas sur une sorte de division ou d'opposition artificielle. Ce document, c'est tout simplement un des piliers de notre Constitution, la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958, qui est la Constitution sous laquelle nous sommes. Il y a eu cinq républiques dans l'histoire de la France, avec de nombreuses constitutions. Et cette constitution de la 4e République, donc de 1946, eh bien, ce préambule a été repris par la 5e République. Donc, c'est un des textes qu'on dit constitutionnalisés, c'est-à-dire c'est un des textes c'est un peu ce qu'on appelle la norme suprême, si vous voulez. Ce sont les textes juridiques fondamentaux qui fondent l'État, qui font comment l'État est organisé, président de la République, Assemblée nationale, Sénat, etc. Et puis avec des grands principes qui sont au sommet de ce texte, on dit de la hiérarchie des normes juridiques. Et donc, au sommet de ce texte, eh bien, il y a d'abord l'égalité, indépendamment de l'origine, la couleur, la religion, et on affirme aussi l'égalité à travers ce qu'on appelle la parité, on y reviendra. Et puis, on a ce texte avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a 3 textes constitutionnalisés. Vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur laquelle on jettera un coup d'œil dans pas longtemps, le préambule de la Constitution de la 4e République.
et puis la charte de l'environnement. Alors, celui qui nous intéresse là plus particulièrement, c'est celui-là. Pourquoi? Bien parce que donc, ce texte qui a été élaboré au lendemain de la victoire remportée sur le nazisme et qui rappelle les grands principes de la Révolution française, il a proclamé des droits qui sont en fait, qui relèvent de principes politiques, économiques et sociaux qui sont très importants. Et vous voyez le premier alinéa qui a un contenu, c'est quoi? C'est la loi garantit à la femme dans tous les domaines les droits égaux à ceux de l'homme. Donc, en fait, c'est la première fois qu'on écrit ça dans un texte constitutionnel. Et on va avoir avec, parce que c'est un texte qui est, qui est beaucoup sur les questions sociales, vous avez le droit de grève, le droit syndical, vous avez donc la sécurité sociale qui est aussi constitutionnalisée, qui est une autre grande conquête, hein, l'air de rien, qui touche aussi aux droits de la famille, aux droits des femmes, puisque les grands risques sociaux qui sont couverts par la sécurité sociale, c'est la santé, les accidents du travail, les charges de famille, la vieillesse. Donc, les charges de famille, évidemment, ça relève des droits qui sont ceux du couple devant la naissance et les charges de famille que cela implique. Donc, il y a tout un droit donc, de la famille qui se trouve consigné dans le Code civil. Donc, c'est partie des droits civils. Et donc, on a aussi la garantie de l'éducation pour chacun. Donc, l'égal accès de l'enfant à l'instruction et de l'adulte à l'instruction. Donc, il n'y a pas de différence de sexe, comme vous voyez. Alors que longtemps, les filles n'ont pas été scolarisées comme les garçons ont pu l'être. Donc, on leur faisait faire des travaux d'aiguille à la place. Donc, vous voyez, on est aussi dans cette égalité. Donc, et cette nation qui proclame l'égalité de tous les citoyens, donc, eh bien, à tous les niveaux. Et donc, la nation qui assure à l'individu et à la famille ce qu'on appelle les conditions nécessaires à leur développement, on voit que cela recouvre l'ensemble des droits qui peuvent être ceux des hommes et des femmes. Donc, on voit que ce texte protège donc effectivement les acquis qui sont relatifs donc à cette égalité des droits dont nous allons donc parler. Alors, tout d'abord, eh bien, qu'en est-il, par exemple, des droits politiques? Les droits politiques aujourd'hui sont des droits égaux en matière de droit de vote et d'éligibilité. Les femmes ont la possibilité d'être ministres. Il semble même qu'on ait un Premier ministre qui soit une femme. Ségolène Royal, qui a été présente au second tour de l'élection présidentielle de 2007, montre que, finalement, une présidente femme n'était pas complètement inimaginable. Donc, on voit déjà, à travers ces éléments, que cette égalité des droits est très importante parce que l'égalité des droits politiques, il faut quand même se dire que c'est participer donc en démocratie dite représentative, c'est-à-dire au rituel électoral, de pouvoir donc choisir ses représentants. Et donc, ça relève de ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté, c'est-à-dire que tous les citoyens appartiennent qui sont de nationalité française pour pouvoir voter donc aux élections nationales, donc, et donc appartiennent à un corps politique souverain. C'est la grande et première des libertés dans l'ordre des libertés. Parce que si le peuple n'est pas la source du pouvoir politique, eh bien, il n'est finalement pas grand-chose. Même dans des conditions d'aujourd'hui où, effectivement, on voit bien, il y a une crise un peu des repères et où on a un petit peu de mal à voir un petit peu ce que ça signifie. Mais il reste que c'est une conquête fondamentale dans l'ordre des libertés du point de vue de l'histoire, cette égalité politique, parce que ce n'a pas toujours été comme ça. Et donc, la parité depuis l'an 2000 qui veut que, eh bien, il y a un égal accès aux mandats électoraux. Et donc, avec, sur les listes de candidature, une alternance, un homme, une femme, etc. Donc, on voit qu'on a un accès donc à l'ensemble des possibilités, même s'il reste encore dans ce domaine des choses effectivement à faire, puisque on a donc du point de vue effectivement de la représentation des femmes dans nos différentes assemblées, eh bien, on a sur les 577 députés, donc on a 215 femmes, c'est 37,3% des députés. Bon, c'est considérable, hein, voilà, on a considérablement augmenté donc, la place des femmes dans nos assemblées représentatives.
Et, et donc, 35% des sénateurs, des 348 sénateurs, sont des femmes. Donc, on est dans une dynamique de ce point de vue-là qui est tout à fait, effectivement, probante, même si, comme on le voit aussi, il reste des choses à faire. Alors, en matière d'éducation à l'instruction, bien, c'est l'égalité d'accès au savoir, indépendamment de toute influence, qu'elle soit culturelle, religieuse, c'est-à-dire la garantie aussi d'un enseignement laïque, c'est-à-dire tout simplement un peu à l'image de l'État, c'est-à-dire donc séparé des cultes et séparé des traditions, des intérêts particuliers. L'école doit être un lieu de transmission du savoir et pour ça, elle doit avoir ce caractère effectivement de neutralité convictionnelle pour donner un enseignement qui soit strictement donc conduit par l'objectivité de la connaissance et donc de ce qui est apporté par l'expérience et la science et permettre un espace de débat aussi, puisque donc c'est aussi le domaine des idées, il le nécessite avec beaucoup de références lorsqu'on on parle philosophie, par exemple, on a un cours de philosophie. Donc, on est aussi un accès à l'enseignement qui est gratuit donc, et égalitaire et mixte, ce qui n'a encore pas toujours été le cas. Il se trouve qu'aujourd'hui, à l'université, il y a près de 60% de filles pour un peu plus de 40% de garçons, ça vous étonnera, et beaucoup plus de filles sont diplômées que les garçons dans le supérieur. Donc c'est aussi une réalité nouvelle, même si au niveau de la répartition des métiers, par contre, là, il y a sans doute encore des efforts à faire, puisque dans les domaines scientifiques, les filles sont moins présentes que les garçons. Donc on voit aussi que cette évolution, donc elle est aussi très importante. En matière de droits économiques et sociaux, eh bien, elle dispose de l'ensemble des mêmes droits que les hommes. Et donc, bien que, par exemple, en matière de salaire, il y a encore un écart d'environ 15% donc, dans le privé entre hommes et femmes, donc ce qui montre encore là que des efforts sont à faire. Très longtemps, on a utilisé la différence des sexes pour justifier des salaires inférieurs pour les femmes, parfois qui était la moitié de celui de l'homme, dans les ateliers ouvriers, même encore des années 50, il faut quand même, c'est pas si lointain, et on est beaucoup plus sur, effectivement, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou celui donc de la carrière donc dans le monde du travail, sur une réussite qui relève du mérite et du talent de chacun. Donc c'est aussi donc quelque chose de tout à fait donc important. Et puis donc aussi la liberté qui est celle de pouvoir bien disposer de soi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la liberté de mouvement, qui est quelque chose aussi de très important. Donc, qui ne soit pas, effectivement, pas être contrarié par la volonté des uns ou des autres, d'un contrôle qui pourrait être exercé et qui ferait que vous n'ayez pas l'entière liberté de vos mouvements. Alors, il y a aussi en matière donc d'union entre les sexes, des choses aujourd'hui, il est possible de se déclarer en concubinage. On n'a plus besoin, le mariage n'est pas obligatoire pour pouvoir faire des enfants. Dans les années 60-70, on se mariait et on ne pouvait, les liens du mariage ne pouvaient se dissoudre en général que par la mort, même s'il existait une forme de divorce, mais qui était à charge de l'autre, c'est-à-dire qu'il était un véritable procès contre l'autre pour pouvoir donc se déclarer divorcé. Aujourd'hui, donc la liberté de l'union libre, du pacte civil de solidarité, on n'est pas obligé de se marier nécessairement. On se marie malgré tout encore pas mal, on va dire. Donc, on aura peut-être l'occasion de regarder les chiffres dans le détail un petit peu plus tard, mais pas être trop long non plus sur ce genre de choses. Mais donc, le, 60% environ des enfants naissent hors mariage aujourd'hui, on se marie souvent après. Donc on voit qu'il y a une évolution aussi des comportements, des mœurs,
On a aussi une évolution du point de vue de un peu de la composante, des composantes familiales. Et donc, on, on a donc aujourd'hui ce qu'on appelle effectivement les familles recomposées, les familles monoparentales, par-delà la famille traditionnelle. Et d'ailleurs, la famille reste la première valeur dans l'ordre des valeurs citées dans donc les enquêtes d'opinion. Donc on voit déjà donc un petit peu l'état des choses dans tous les domaines et comment donc effectivement eh bien on peut distinguer que on est dans une situation qui finalement relève d'une égalité qui est voilà qui domine un peu à la fois les institutions, je le disais, et aussi donc le droit et du coup les pratiques sociales et culturelles qui vont avec, c'est-à-dire un certain respect, même s'il peut y avoir des débats et que la vie peut amener dans la vie amoureuse peut amener à effectivement des relations parfois où peut être en jeu la question de cette égalité entre les sexes dans le couple. Donc ça, c'est une affaire qui vous est personnelle. L'article 9 du Code civil dit chacun a le droit donc à la protection de sa vie privée. On ne dit pas ce qu'est la vie privée. C'est à vous de la définir. Votre vie privée vous appartient. Ça aussi, c'est une protection très importante, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque de longue date, finalement, un contrôle s'exerçait de l'extérieur de la famille, mais aussi à l'intérieur d'elle lorsque ça existait. Par exemple, monsieur le curé pouvait venir vérifier votre bonne moralité, y compris en franchissant la porte de chez vous. Donc, on a cette évolution qui est marquée par des droits. Donc, je disais, ce droit qui relève donc du Code civil et qui signifie à lui seul déjà beaucoup de choses. Alors, pour avancer un petit peu dans notre sujet, on va un peu parler de philosophie des droits en essayant d'être voilà, de garder une certaine modestie avec les choses, mais essayer de situer un petit peu notre propos aussi par là. Alors, et donc, j'ai choisi un petit peu de mettre en contraste le point de vue d'Aristote sur les femmes, qui est un philosophe de l'Antiquité grecque, et puis une féministe qui est la figure un petit peu du féminisme qui a un peu cassé les codes par un livre qui s'appelait Le deuxième sexe, et qui, effectivement, a amené justement à pousser la contradiction sur un certain nombre de préjugés et qui a amené finalement au développement d'un mouvement féministe qui va ensuite faire beaucoup parler de lui et permettre la conquête de droits fondamentaux. Alors, quel est le point de vue d'Aristote sur les femmes? C'est un point de vue qui est partagé quand même largement dans l'Antiquité, et je dirais même encore donc largement au Moyen Âge, même si les choses évoluent, on y reviendra. Mais donc, de son point de vue, eh bien, l'homme a naturellement le droit d'exercer une domination politique sur la femme. Alors politique parce qu'on est les Grecs ont inventé la démocratie, donc c'est les premiers à s'être intéressés aux affaires de la cité en décidant l'égalité des droits entre uniquement ceux qui étaient des citoyens de la cité. C'est-à-dire, par exemple, Athènes, c'est une cité grecque, et seuls les Athéniens, un peu comme une nationalité, mais qui serait à l'échelle voilà, d'une cité, une centaine de milliers de membres, donc disait, ben voilà, il n'y a qu'une partie de la population qui peut être formée de citoyens. Les femmes n'étaient pas reconnues comme telles, ne pouvaient pas participer au vote des lois, ni d'ailleurs les esclaves. La Grèce antique partageait avec toutes les sociétés l'esclavage. Et donc, cette domination politique, donc c'est une domination qui relève justement de cette conception de la citoyenneté. Donc, on s'occupe des affaires de la cité, mais on considère que eh bien, les femmes n'en sont pas capables parce qu'elles sont impulsives, compatissantes, plaintives, trompeuses. Et donc, on doit finalement, on leur évite
eh bien, des difficultés, et même peut-être d'avoir le poids de la chose, de la responsabilité. Et par contre, Aristote milite pour le bonheur des femmes, mais un bonheur qui est celui d'une place qui est évidemment de mineur un peu éternel, en quelque sorte, au sein de la société. Alors, Simone de Beauvoir, elle, qui est une au milieu des années 40, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, va commencer à faire parler d'elle. Eh bien, elle dit quelque chose qui est une véritable rupture avec avec cette idée qui serait en fait une femme qui biologiquement, en quelque sorte, naturellement, serait inférieure à l'homme. Elle dit: on ne naît pas femme, on le devient. Autrement dit, le fait d'être une femme minorée dans la société serait, parce qu'on est une femme, ne serait que le fait d'une réalité culturelle. Ce ne serait pas biologique. Et donc conteste cet état de fait, même si déjà un certain nombre de droits ont été acquis, dont le droit de vote, puisque le droit de vote arrive en 1944 en France pour les femmes. Donc, comme on l'a vu dans la Constitution de 1946, mais c'est en 1944 que le droit de vote politique donc, est accordé aux femmes. Donc, cette conception nouvelle, qui est celle donc d'opposer à une vision qui serait un peu intemporelle de ce que sont les femmes et qui serait nécessairement, donc, par leur caractère, non capable, en quelque sorte, de prendre des responsabilités collectives, dont celle donc, qui relève du politique, eh bien, Simone de Beauvoir répond, eh bien non, au contraire, c'est une construction culturelle. Si c'est une construction culturelle, on peut la changer, si ce n'est pas biologique. Donc, on peut agir sur la cause. Et la cause, ce sont des lois qui sont discriminantes, ce sont des préjugés, et donc une vision de la femme qui peut évoluer et qui peut faire évoluer donc la façon dont eh bien, on organise la vie en société à travers la répartition donc effectivement des différentes responsabilités entre les sexes. Alors, il y a un point de départ un petit peu à cette remise en cause qui est assez ancien finalement, puisqu'il relève de la notion de droit naturel de l'homme. Alors là, on va repasser sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque on va voir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous devez avoir vue d'une manière ou d'une autre. Et cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit donc les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, etc., etc. Alors, les droits donc naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, mais l'homme, c'est quoi? C'est une espèce. Et d'ailleurs, c'est même l'idée des droits naturels de l'homme. C'est-à-dire que nous appartenons tous à une seule espèce humaine. Et par le fait, si nous appartenons tous à une seule et même espèce humaine, c'est parce que nous disposons tous à notre naissance des mêmes facultés et qu'on doit nous reconnaître donc les mêmes droits. Et dans le même temps, on n'accorde pas les mêmes droits politiques, les mêmes droits civils et les mêmes droits sociaux qu'aux hommes, aux femmes. Donc on voit on est dans un décalage, mais on a déjà mis en quelque sorte, si vous voulez, donc une espèce de moteur en route, qui est le moteur de l'égalité, qui est celui qui est le propre de cette idée universelle que tous les hommes, donc avec un grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes, sont des égaux, finalement dans le principe, et à un moment donné, donc effectivement qu'il deviendrait donc en quelque sorte comme inévitable que qu'il advienne que cette égalité donc s'affirme. Alors, et pour remonter un petit peu plus haut, qui est quelque chose qui est assez relativement amusant. Dans l'Antiquité, on a déjà un petit peu cette idée. Je vais vous la donner sous la forme qui est celle d'une comédie qui a été donc écrite par un certain Aristophane. Et cette comédie qui s'appelle Lysistrata, qui porte le nom d'une grecque qui est donc en fait cette comédie, eh bien, elle prend pour thème
tout simplement, alors on est dans la cité des hommes, hein, malgré tout, les femmes n'ont pas de droits politiques, seuls les hommes en ont, donc on est dans cette fameuse cité grecque dont je parlais. Et donc Aristophane va mettre en scène une femme qui va mobiliser toutes les femmes de la cité pour faire la grève du sexe, pour empêcher les hommes de faire la guerre. Et si les hommes font la guerre, eh bien, elles ne les honoreront plus. Et elles gagnent. Et à la fin, les hommes sont obligés de se plier à leur volonté. Donc, vous voyez, ça remonte donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même loin. Et déjà, il y a cette idée, parce que quand on commence à mettre le doigt dans l'égalité, c'est quand même difficile de restreindre l'égalité à une seule partie de la société. Et c'est un petit peu le message d'Aristophane qui était déjà dans cet esprit donc d'une forme d'égalité un petit peu qui relève de ses droits naturels. Et donc, on a cette vision effectivement assez novatrice finalement qui va donc se faire jour et donc et qui va rester une référence importante. Alors, on a aussi, justement, donc, je parlais de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais on a aussi une autre déclaration des droits à l'époque. C'est cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par une certaine Olympe de Gouges, qui est donc une référence, bien sûr, tout à fait incontournable dès que l'on parle d'égalité, de combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, puisqu'elle va effectivement donc publier une déclaration, hein, donc tout à fait dans le contexte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hein, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le 26 août 1789. Et là, donc en 1791, eh bien, elle publie donc ce texte que je vous inviterai à lire, qui est tout à fait intéressant. Et donc, voilà. Donc, voilà ce qu'elle dit à l'article 10. Nul doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Alors, il y a un peu de l'amusement dans tout ça, parce qu'évidemment, on est sur un texte de la Déclaration des droits du citoyen qui est repris par Olympe de Gouges et qui est tourné un peu en dérision pour montrer que donc, il y a une partie, effectivement, une moitié, finalement, de l'humanité qui ne serait pas, donc, effectivement, reconnue donc, comme du point de vue de ses droits. Et alors, on a aussi un grand personnage qui s'appelle le marquis de Condorcet, qui en 1791, un peu avant cette déclaration, va publier un texte assez extraordinaire pour en appeler justement à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, parce qu'il est à la tête d'un projet qui est celui de l'instruction publique de l'époque, et d'essayer de mettre en place partout des écoles. Et donc, parce que selon la vision de ce personnage, de ce révolutionnaire, eh bien, l'instruction émancipe, et donc il faut instruire pour que le peuple puisse jouer son rôle et instruire les deux sexes. Et donc, le marquis de Condorcet est aussi un personnage qui est assez important dans cette dynamique des droits. Alors, on va donc regarder un petit peu à présent un petit peu comment cette histoire des droits est arrivée dans le peu comment il s'est posé dans l'histoire de la société française, comment les choses ont pu évoluer de cette façon pour en arriver justement à l'état des droits qui sont les nôtres aujourd'hui, voir s'affirmer une nouvelle réalité, et donc qui a pris du temps. Après, je vais afficher à l'écran un certain nombre de dates qui sont un peu significatives pour se faire une idée. Donc, vous voyez bien, déclaration des droits. Ici, il y a eu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a cette déclaration donc du droit des femmes, donc telle que on vient de la regarder. Donc, on vous donne un certain nombre de repères. L'organisation de l'enseignement primaire pour les filles donc 1836. Et puis donc là, on va évidemment un petit peu vite. On pourrait
citer 1850, la loi Fallou, qui va instituer l'obligation des écoles de filles, mais qui va aussi remettre en place l'autorité de l'Église sur les programmes et de manière générale sur l'enseignement. Alors on a Julie Dauby, qui est la première femme autorisée à se présenter au baccalauréat, 1861. 1880, l'enseignement secondaire est autorisé pour les filles, et 1882, c'est vraiment le moment le plus important du point de vue justement de l'évolution donc de l'accès à l'instruction et à l'enseignement pour les filles, puisque 1882 est pour les garçons, puisque 1882 c'est la fondation de l'école de Jules Ferry, donc à la fois obligatoire, gratuite et neutre religieusement, et qui va donc imposer l'instruction jusqu'à l'âge de 13 ans, donc ce qui va aussi extraire une partie non négligeable des enfants du monde du travail, où ils étaient surexploités depuis le début de la révolution industrielle, le début du 19e siècle. C'est-à-dire à partir des années 1800, on a la révolution industrielle en France, et on va effectivement donc surexploiter des enfants. D'ailleurs, à partir de l'âge de 5 ans, on commence à travailler, ce qui est un peu inimaginable aujourd'hui. Donc, par exemple, le barreau est ouvert, c'est-à-dire pour la première fois, eh bien, une femme devient avocate, Jeanne Chauvin. Les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. Vous voyez, ça, c'est un acquis social tout à fait nouveau. On a aussi, je disais tout à l'heure, la fin de l'autorité des parents à décider de l'union des époux. Mais même si ça perdurera longtemps, parce que les choses, pas parce qu'on lève, si vous voulez, une tradition, qu'elle ne perdure pas. Même si on supprime effectivement un texte de droit, on l'abroge, pour autant, les choses, il faut que les mœurs, les cadres sociaux évoluent aussi, ce qui n'est pas toujours si simple. Donc, le congé maternité, un premier congé maternité, mais de 8 semaines qui est créé, mais sans traitement. Vous voyez, aujourd'hui, on a un congé maternité qui est pris en charge par la sécurité sociale. Les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. Et en 1940, donc en 1938 et en 1944, eh bien, les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité par l'ordonnance donc du général de Gaulle qui préside aux destinées de la France donc à la suite de l'organisation. Donc il s'est porté à la tête de l'organisation de la résistance contre l'occupant nazi. 1946, donc, le principe d'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines est inscrit dans la Constitution comme nous venons le voir. Alors, 1947, une première femme est nommée ministre. Alors, on pourrait tout de même signaler qu'en 1936, au moment du Front populaire, qui est une grande grève qui a lieu donc dans notre pays, où pour la première fois, le monde ouvrier entre en grève dans sa totalité, donc la France est un peu tétanisée, on dit que le capitalisme tremble sur ses bases, vont être obtenus donc 15 jours de congés payés, 40 heures de travail par semaine, donc c'est beaucoup mieux que les 48 précédents, avec de 15 à 35% d'augmentation des salaires, il faut s'imaginer ce que ça représente, mais aussi ça va dégager du temps pour la famille, évidemment, le fait que, eh bien, on ait des congés payés, qu'on travaille moins, ça va dégager du temps et ça va faire revenir un peu plus le père dans la famille qui était beaucoup pris par le travail finalement, et donc ça contribuera aussi à l'évolution des mœurs. Et puis il y a donc trois femmes seront secrétaires d'État du gouvernement de Léon Blum, et donc alors qu'elles n'ont pas le droit de vote, l'équivalent de ministre. Donc vous voyez, on est dans une période de transformation sociale où un peu l'histoire se marche un peu sur les pieds en quelque sorte. Et donc 1966, alors 1965 d'abord, qui n'est pas indiqué là, mais donc les femmes peuvent entreprendre des études, ouvrir un compte en banque particulièrement, sans être chaperonnées par leur mari ou leur père. Donc on a quelque chose aussi de nouveau là, une nouvelle porte qui s'ouvre. Et puis 1966, les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur époux. 1967, c'est la loi Neuwirth qui
autorise la contraception, alors il faut s'imaginer comment le bouleversement que ça peut représenter, puisque eh bien, c'est le libre choix de la naissance, un petit peu la contraception. C'est le fait de pouvoir décider du moment où on aura un enfant. Donc, c'est plus voilà, une naissance subie, mais c'est une naissance désirée. Donc, ça aussi, ça va faire évoluer les mentalités de manière très importante. On a la loi relative à l'autorité parentale. Depuis 1804, au Code civil, c'est ce qu'on appelle la puissance paternelle qui domine. Et autrement dit, le père a tous les droits sur sa femme et ses enfants, et donc la femme mariée n'en a aucun. Et alors que précisément, donc, il était temps de changer le contenu du Code civil de ce point de vue. Et donc l'autorité parentale conjointe, ça veut dire que chacun a 100% d'autorité sur l'éducation de ses enfants. Et donc la notion de chef de famille disparaît après que celle de puissance paternelle ait été largement remise en cause. Et puis, donc, 1972, l'école polytechnique devient mixte. C'est une femme qui est major de promotion. Donc, on voit que les femmes s'affirment à partir du moment où on leur donne la possibilité, eh bien, tout devient presque possible. 1972, le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour les travaux de valeur égale est reconnu, donc qui va commencer à corriger les inégalités salariales et réduire les écarts. 1974, dans la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine, on est sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, donc 1974-1981. À l'époque, le mandat présidentiel est de 7 ans. Et c'est Françoise Giroud, qui est une personnalité très connue, qui donc va occuper ce poste. 1975, ouverture du premier lieu d'accueil pour les femmes battues, qui est encore une grande question d'actualité, puisque sur la question des violences faites aux femmes, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors, le fait est que les violences intrafamiliales sont largement dominées par les violences donc, des hommes sur les femmes, même s'il peut exister certains cas où la chose peut s'inverser, mais la tendance générale donc, est absolument incontestable. Et donc, c'est aussi affaire d'éducation et donc de changement de comportement et de rapport entre les sexes. L'obligation de mixité dans tous les établissements publics d'enseignement est créée, donc avec la loi Abi. Donc, on a là encore une évolution qui est importante. Et puis, bon, tout à fait capital, la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, donc qui est la possibilité pour les femmes de recourir, en étant médicalement assistées, à l'interruption d'une grossesse jusqu'à 14 semaines aujourd'hui, et de manière complètement prise en charge par la sécurité sociale, donc ce qui est quand même un grand acquis. Et puis, loi d'interruption volontaire de grossesse, c'est aussi une manière de dire aux femmes votre corps vous appartient. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a une règle qui est née en 1679 qui s'appelle l'habeas corpus. Et l'habeas corpus, c'est sois maître de ton corps. C'était le fait, et cette conception des choses est née en Angleterre. Donc, on ne peut pas être arrêté sans savoir pourquoi, ni être jugé sans pouvoir se défendre. Et c'était l'idée d'être maître de son corps dans ce sens. Et là, c'est une autre dimension, c'est celle qui relève justement de cette différence des sexes, pour le coup, d'un droit qui ne peut relever que d'un sexe par rapport à l'autre. Voilà. Donc, ce droit, effectivement, à l'interruption volontaire de grossesse. 1983, la loi établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'égalité, oui, 1991, première femme, Édith Cresson, donc qui va être première ministre, et sous la présidence de François Mitterrand. Et donc effectivement, ça va être quand même un événement très important. Et donc effectivement, chose qui se reproduira comme nous le savons aujourd'hui. 1993, la loi du 8 janvier affirme le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents, mariés, concubins, divorcés, séparés. Donc, on est dans la logique de
coéducation, hein, de coparentalité, ce qu'on entend beaucoup quand on est parent, quand on va donc à l'éducation nationale, qu'on va dans des réunions de parents d'élèves. Hein, c'est cette notion qui est à voir directement avec ça. Voilà, 2000, la loi autorise la délivrance sans ordonnance de contraceptifs d'urgence. L'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives est garanti par la loi, c'est la loi sur la parité. 2001, une nouvelle loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est adoptée dans l'esprit de la parité. Voilà, donc pour l'accès aux mêmes possibilités. Hein, la loi donne toujours des possibilités. Après, on s'en empare ou on s'en empare pas. Mais la loi, c'est d'abord un espace, si vous voulez, de liberté, au sens où, oui, c'est un espace, la liberté, c'est un espace protégé par la loi, à l'intérieur duquel on peut agir librement, c'est-à-dire selon ce que l'on entend en faire. Voilà. Mais c'est une possibilité. Si elle n'existe pas, évidemment, nous sommes dans la contrainte. Donc, 2004, une loi donc, relative au divorce prévoit l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal afin de protéger les femmes victimes de violences. 2005, la loi en faveur des petites et moyennes entreprises rend obligatoire le choix d'un statut pour le conjoint collaborateur. Donc ça, c'est en termes de création d'entreprise, pour que la femme ne soit pas exclue d'un statut dont elle ne bénéficie pas, c'est-à-dire la retraite aussi, enfin tout ce qui relève de l'ensemble des protections collectives. 2006, la loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes vise la suppression des écarts de rémunération. La loi renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple. Comme je disais, on est dans une continuité au regard de cette situation. Donc, effectivement, où on a des campagnes de sensibilisation et aussi des moyens nouveaux d'action par la loi qui ont été donnés depuis. Même si la Révolution française, par exemple, donne le droit au divorce, pour autant, les mentalités n'auront pas vraiment évolué. Il faut que les cadres sociaux évoluent. Et pour cela, il faut des transformations sociales beaucoup plus générales. Et la grande transformation qui va être celle du 19e siècle, c'est-à-dire entre 1800 et 1900, c'est la révolution industrielle qui va faire que, du fait qu'il y a une crise agricole qui est très importante en France, eh bien, on va aller vers la ville. La petite paysannerie, les travailleurs agricoles vont aller vers la ville pour se faire embaucher à la fabrique, puisque l'industrie se développe. Les chemins de fer qui permettent donc aussi la mobilité. Et donc, on va assister au fait qu'on va transformer les règles qui dominaient la société française du fait de cette affirmation donc de ce qu'on appelle le salariat. C'est-à-dire que jusque-là, ce qui domine la société française, c'est-à-dire qu'on a les trois quarts de la population qui sont donc du monde rural, et donc cette convergence vers les villes à la faveur de la révolution industrielle et donc de l'affirmation de l'industrie, de la fabrique, eh bien, va faire que les anciens cadres, qui étaient des anciens cadres communautaires, parce qu'en France, on a connu des communautés très puissantes, la communauté villageoise, la communauté familiale et la communauté religieuse, vont voler en éclats à la faveur justement d'un individu de droit qui va naître du salariat. Autrement dit, les personnes qui se font embaucher dans l'entreprise vont avoir un salaire individuel, ce qui est complètement différent que la vie donc, qui relève du monde rural, où on vivait selon les saisons, selon les récoltes, et donc où on appartenait à une communauté qui était à la fois la communauté, je disais, villageoise, au village, à la communauté familiale, toutes les générations vivaient ensemble, et donc on était aussi, ce village, sous l'autorité de l'Église. Et donc, ces repères communautaires vont voler en éclats parce que eh bien, c'est des individus qui vont quitter la campagne pour aller vers les villes et qui vont devenir des salariés. On va individualiser le salaire, eh bien, vont les amener à revendiquer, au nom de leur intérêt commun, eh bien, un certain nombre de droits et former des syndicats et affirmer un monde complètement nouveau qui va être celui de l'individu de droit. Donc, c'est un individu nouveau qui va tirer la société française et qui va aussi participer donc, de créer les conditions d'une nouvelle égalité entre hommes et femmes. Donc, cette dynamique donc, de l'histoire, qui est une dynamique donc, qui relève aussi
de cette construction qui n'a pas été véritablement voulue, eh bien, cette construction qui s'inscrit dans l'histoire de la révolution industrielle que je viens d'énoncer, bien, indique que les mêmes responsabilités, à un moment donné, se sont affirmées entre mes femmes. Il a fallu aussi faire même sortir l'Église catholique du cadre de l'entreprise, puisque on avait aussi un encadrement non seulement par l'employeur, mais qui était assisté par exemple, des religieuses. Eh bien, donc, on a eu ce phénomène d'affirmation aussi d'un État, effectivement, dans cette continuité, d'un État donc qui a pris en compte ces nouveaux droits. Et c'est comme cela qu'à un moment donné, effectivement, a pu s'affirmer aussi la sécurité sociale, mais aussi dans ce contexte plus général, effectivement, donc les droits des femmes, et donc à travers l'affirmation des principes d'égalité qui sont constitutifs de l'idée de république. La deuxième, je dirais, la deuxième grande révolution de ce point de vue-là, et je terminerai par ce biais, c'est la révolution qu'on appelle véritablement la révolution féministe. Alors c'est au début du XXe siècle, ce qu'on appelle les suffragettes, c'est-à-dire vont s'organiser des associations avec une personnalité qui a marqué cette époque, Hubertine donc Auclair, qui va créer un journal qui s'appelle La Citoyenne, et on va organiser donc eh bien, des manifestations publiques pour réclamer l'égalité des droits, et particulièrement l'égalité des droits politiques. Et donc, le fait est que, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, alors que donc les hommes sont dans les tranchées, les femmes vont prendre les commandes de la société et les remplacer à peu près à tous les postes de la société. Et pour autant, elles n'obtiendront pas, même si elles l'espèrent, au lendemain de cette réalité, le droit de vote, qui va aussi déclencher un appétit pour, effectivement, pour un féministe, c'est-à-dire la volonté de conquérir ces droits par un rapport de force. Et donc, c'est exactement ce qui va effectivement se passer. Et donc, on va surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire après 1945, j'ai évoqué Simone de Beauvoir, on va avoir des mouvements qui vont s'affirmer, comme le mouvement français pour le planning familial, qui vise à accompagner les femmes, justement au regard de leur situation de femme dans l'ensemble des domaines qui les concernent, alors qu'elles n'ont pas de lieu où aller pour se faire entendre et être accompagnées. En 1960, on va avoir la création du mouvement de libération des femmes en 1970, qui va être très important, qui va être porteur des grandes revendications qui vont se traduire dans les droits que nous avons vus avec un appel dans le Nouvel Observateur, et cela ne va pas vous choquer, dit le manifeste des 343, et elle s'appelait même les manifestes des 343 salopes, volontairement pour provoquer justement donc une réaction de la société pour montrer que les femmes avaient donc le droit à l'accès aux mêmes possibilités, et aussi réclamaient des droits qui leur étaient propres, qui étaient liés justement à ce statut de femme, donc, et aussi de femme et de mère. Donc on a cette évolution d'un féminisme qui était vraiment pour l'égalité à tendance universaliste. Et puis il y a un nouveau féminisme qui est venu donc effectivement s'affirmer, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui à côté de ce féminisme universaliste, c'est-à-dire un féminisme qui vise à ce que partout, en quelque sorte, on conquiert les mêmes droits, dans l'esprit de l'égalité, et plutôt donc un féminisme qui est plutôt ce qu'on appelle différentialiste, c'est-à-dire qui est un féminisme qui entend promouvoir une conception donc de la dynamique des droits, je dirais, qui est plus celui de choisir, en quelque sorte, puisque le fait d'être femme serait culturel, en quelque sorte, c'est-à-dire une construction culturelle, comme le voyait Simone de Beauvoir, eh bien, le sexe lui-même, en tant que tel, pourrait être une construction uniquement culturelle. Donc, qui arrive même à contester la réalité biologique des sexes pour lui substituer une vision uniquement qui serait donc effectivement de valeur culturelle. Donc, en quelque sorte, chacun pourrait choisir
son sexe. Donc on a un élargissement, bien sûr, des droits. L'homosexualité n'est plus réprimée aujourd'hui. Le mariage pour tous, comme on l'appelle, qui permet l'union entre des personnes de même sexe, existe depuis 2013 en France. Et donc, les personnes qui sont lesbiennes, gays, qui sont bi ou trans, puisque c'est le fameux terme, l'acronyme LGBT, qui relève de cela. Donc, on a aujourd'hui plusieurs féminismes qui se télescopent un petit peu et qui posent des questions un petit peu nouvelles. Alors, aussi dans le contexte vous avez tous entendu parler de MeToo, et du fameux balance ton porc, enfin donc avec des choses un petit peu provocantes, mais finalement qui visaient à pouvoir dénoncer des faits qui ont été effectivement donc identifiés, comme le producteur donc Harvey Weinstein qui a été mis en cause du fait qu'il utilisait son pouvoir de producteur pour abuser des comédiennes qu'il faisait tourner dans les films qu'il produisait. Donc on voit qu'on est aussi dans un nouveau débat aussi du point de vue de la question des rapports entre les sexes, qui dépasse même la question de l'égalité entre hommes et femmes et qui s'est élargi à la question, je dirais, du libre choix de sa tendance sexuelle, mais qui déborde un petit peu la question du féminisme et finalement celle de l'histoire de l'égalité, qui a été celle que je vous ai un petit peu contée, et qui relève plutôt de la conquête de l'égalité des droits et des droits aussi liés à la procréation et à la possibilité donc d'avoir recours par la loi à tous les moyens de protection et d'accompagnement pour pouvoir tout simplement vivre libre, quel que soit son sexe. Écoutez, alors pour répondre à cette première question, en tout cas, le fait est que l'ensemble des politiques publiques sont concernées, puisque, si vous voulez, quelles que soient les politiques, elles sont toutes, elles doivent être toutes en conformité avec le principe d'égalité, qui est un principe constitutionnel. D'ailleurs, dans une prochaine réforme constitutionnelle qui était prévue et qui n'a pas pu être véritablement discutée et donc par excellence pas adopté, il était prévu d'ajouter donc au principe d'égalité qui est à l'article 1er de la Constitution, non seulement donc effectivement donc l'égalité selon l'origine, la couleur, la religion, mais le sexe. Donc effectivement, à partir du moment où vous avez donc un principe d'égalité qui est, si vous voulez, au sommet du droit, eh bien, il va irriguer ce principe l'ensemble des politiques publiques. Donc, quelles que soient ces politiques, elles sont effectivement normalement conformes au principe d'égalité. Alors, cela étant, ce principe d'égalité, il faut aussi bien voir que l'égalité n'est pas toujours une égalité absolue. Ce que je veux dire, c'est que l'égalité salariale, l'égalité entre l'employeur et son salarié n'est pas une égalité des mêmes droits. Chacun a des droits différents, mais il y a un équilibre dans les droits qui fait que l'employeur peut défendre sa cause, son rôle, et puis le salarié peut défendre sa cause, son rôle. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes droits. Donc on a aussi donc l'égalité des droits donc se traduit parfois par une asymétrie des droits, mais qui relève d'un équilibre donc du point de vue du pouvoir d'agir. C'est un petit peu comme entre une victime et un auteur, si vous voulez. Chacun a aussi des droits. Donc on a mais on a toujours les mêmes principes qui guident le droit. Voilà. En tout cas, le principe d'égalité entre les sexes est un principe qui guide le droit et la reconnaissance aussi d'une certaine différence des sexes, comme je l'expliquais, puisque une femme, ce n'est pas être un homme. Voilà. Il y a des droits procréatifs qui relèvent de la procréation. Une loi constitutionnelle qui soit adoptée par les assemblées parlementaires et qui ensuite donne lieu ou à un référendum ou au Parlement réuni en congrès à Versailles. Donc, c'est autrement dit députés et sénateurs réunis en congrès, et les 3/5 doivent adopter la loi constitutionnelle pour qu'elle puisse entrer dans la Constitution. Donc, c'est un processus d'ailleurs long, heureusement, puisque c'est ce qui différencie les lois constitutionnelles et la Constitution de la loi ordinaire, c'est qu'on ne peut pas la changer facilement puisque la Constitution contient des droits absolument fondamentaux
qu'un vote des députés ne doit pas pouvoir changer. Vous comprenez? Donc, c'est pas, ça, la loi constitutionnelle, ça ne se vote pas ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Ça se vote les députés et les sénateurs réunis ensemble. Et il faut que les 3/5 des députés et des sénateurs votent la loi constitutionnelle pour qu'elle rentre dans la réalité. Alors qu'une loi ordinaire, elle est votée majoritairement par l'Assemblée nationale. Après, le Sénat peut l'adopter ou pas l'adopter. Puis à un moment donné, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot dans les lois ordinaires, puisque les députés sont élus au suffrage universel direct, pas les sénateurs qui sont élus par d'autres élus. Donc, on appelle des grands électeurs. Donc, du coup, les députés qui sont élus directement par la population, par les citoyens, c'est eux qui ont le dernier mot dans l'adoption des lois ordinaires. Donc, ce n'est pas fait. C'est un projet. Est-ce que c'est un projet qui est tangible? C'est un débat. Il y a un débat public sur le sujet. Parce que doit-on faire entrer tous les droits sociaux à ce moment-là dans la Constitution? La Constitution est normalement faite pour recevoir des droits qui relèvent de la généralité et pas nécessairement si vous voulez, de droits spécifiques, quels qu'ils soient. Donc, c'est une autre vision de la Constitution. Donc, ça interroge les constitutionnalistes. Ce n'est pas simplement une question d'opinion, là. Ça dépasse cette question-là. Cette question de vouloir protéger le droit à l'avortement par la Constitution. Alors, ça vient quand même, pour finir, de ce qui se passe aux États-Unis, puisque, comme vous le savez, la Cour suprême des États-Unis a décidé de remettre en cause ce droit. C'est ça le problème. Et donc, il y a une majorité d'États qui rejettent l'avortement et le droit à l'avortement. Donc, il y a une vraie remise en cause aux États-Unis. Mais ça n'a strictement rien à voir. En France, on a le Conseil constitutionnel qui vérifie que les lois sont bien conformes aux principes de droit, mais il n'a aucun pouvoir, le Conseil constitutionnel, pour faire la même chose que la Cour suprême des États-Unis, qui, elle, a un pouvoir absolument extraordinaire, jusqu'à remettre en cause, effectivement, des droits acquis. Donc ça, c'est un peu, c'est de là d'où vient l'inquiétude en France, qui, bien sûr, on a toujours des intégrismes qui risquent de s'opposer à l'exercice des droits, mais bien évidemment, on n'est pas du tout dans la situation américaine. C'est vrai que c'est un débat de fond par rapport à ce qu'est le droit. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire du droit? Voilà. Bien au-delà du débat pour ou contre. Vous voyez, faire attention avec ça parce que voilà, c'est un peu comme sur l'euthanasie. Si on est contre l'euthanasie, on est obligatoirement un catholique intégriste. Donc, il faut être pour. Si on est pour, on est automatiquement un franc-maçon. Vous voyez, je veux dire, faire très attention à ne pas étiqueter. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des. Voilà, il faut faire attention. Voilà. Donc, le débat public va pouvoir avoir lieu en toute sérénité voilà, sur ce sujet. Alors, c'est vrai que c'est un débat d'actualité, là, ce que vous nous soumettez, puisque, donc, est-ce qu'il y a des prédestinations qui sont liées à l'éducation des sexes? Bon, ce que je veux dire, moi, je crois qu'il y a toujours des stéréotypes, si vous voulez. Celui qui dit qu'il ne faut pas de stéréotypes, c'est un stéréotype aussi. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention, si vous voulez, à tout remettre en cause. Donc, ça, c'est mon premier point, parce que, si vous voulez, certains tombent dans une forme de moralisme qui a été dénoncé à une époque et qui favorisait l'inégalité entre les sexes. Donc, attention à ne pas verser dans une forme de féminisme qui deviendrait une forme de moralisme et qui déshabillerait de toute identité sous prétexte de choisir son identité. Parce que ça n'existe pas. Une société, elle ne peut exister que si elle a des valeurs communes, si elle a des repères, des principes communs, dont un certain nombre de principes de droit. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas évoluer, bien sûr. Mais on ne peut pas faire table rase de tout, sinon à la fin, ce qui restera, finalement, c'est quoi pour faire société? Donc ça, c'est ma première remarque. Alors après, évidemment, dans l'éducation des garçons et des filles, bon, je pense que tous ceux qui sont parents, bon, moi j'ai 3 enfants, les jouets circulaient de l'un à l'autre, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas besoin de prédestiner. Maintenant, il est vrai qu'il y a aussi un peu parfois des tendances naturelles. Il ne faudrait pas venir à vouloir tout contrarier pour obtenir que l'égalité des sexes se traduise par le fait qu'il n'y ait plus aucune différence, si vous voulez. La différence nourrit aussi une certaine richesse. À partir du moment où on ne s'y enferme pas et où ça ne devient pas une espèce de forteresse pour dominer l'autre. C'est plus ça la question de mon point de vue.
Après, qu'on choisisse n'importe quelle couleur, si on veut mettre la même couleur aux garçons ou aux filles, bon, vous savez, pour l'essentiel, les garçons et les filles aujourd'hui ne s'habillent plus en rose et en bleu. Hein. Moi, je connais pas. Je croise beaucoup encore aujourd'hui, régulièrement dans la rue ou n'importe où, voilà, j'ai moi-même des petits-enfants. Bon, c'est pas. Certes, ça peut exister, et ça existe d'ailleurs. Et puis après, bon, si vous voulez, il y a aussi. Il faut se laisser une certaine liberté, une certaine souplesse par rapport à ça, je dirais. C'est peut-être plus ça qui est important, c'est d'avoir une certaine souplesse. Moi, il me semble plus important par rapport à l'éducation d'enseigner un minimum le fait que dans les interactions avec les autres, il y a un respect d'autrui, de la considération, quelle que soit la personne, quel que soit son sexe, son origine, sa couleur, qu'on connaît de la considération pour l'humanité de manière plus générale, d'avoir envie de faire progresser le monde. On est loin d'être au bout, vous savez. Il y a bien des pays où, en raison de la tradition ou de certaines exigences religieuses qui interdisent la contraception, on a des pays qui n'arrivent pas à se développer, où la croissance est en très grande difficulté parce que, eh bien, interdire la contraception, c'est créer les conditions d'un nombre d'enfants illimité par femme, dans des contextes parfois où il peut y avoir aussi bon, le contexte polygame, ça peut exister aussi. Et le fait est que c'est un constat qui est fait par l'ONU, ça retarde le développement des sociétés. Donc, on voit qu'on a encore un travail à faire du point de vue de l'évolution aussi des sociétés, bien avant même de se poser la question si vous voulez, d'en venir à l'idée qu'il n'y aurait plus de repères et que finalement, pour qu'il n'y ait pas de stéréotypes, il faudrait supprimer toute référence. Je crois que ça, c'est la société évolue, il y a le débat est encore la meilleure des choses, comme le voyaient les Grecs, tout peut être discuté, donc c'est ça qui est important, mais toujours c'est le choix à ceux qui ont envie de faire tel ou tel choix. Comme je le disais tout à l'heure, l'article 9 du Code civil, c'est chacun a le droit à la protection de sa vie privée, c'est-à-dire que personne ne vienne moraliser qui que ce soit chez lui pour lui indiquer quelle est la bonne conduite à tenir selon on ne sait quel nouveau stéréotype. Donc, je crois que c'est surtout d'avoir de la souplesse. Alors bien sûr, il y a aussi, juste pour compléter, il faut éviter les prédestinations qui vont, si vous voulez, qui vont faire que donc un enfant ne va pas développer certaines compétences. Aujourd'hui, les jouets qui sont des jouets scientifiques s'adressent autant aux filles qu'aux garçons. Après, c'est aux parents à avoir effectivement donc la présence d'esprit. Donc de faire que les enfants s'intéressent à tout. Il y a le palais de la découverte, enfin il y a plein de lieux aussi de connaissances où on peut emmener ses enfants et donc on peut leur faire découvrir, indépendamment du sexe, des tas de choses qui vont faire qu'on peut créer des vocations. Donc voilà, c'est aussi effectivement, là vous avez raison sur l'éducation, sur le fait que les parents doivent aussi se mobiliser pour l'éducation de leur enfant, pour leur permettre d'avoir une vision diverse à travers laquelle ils puissent faire un véritable choix, voilà, du point de vue de leur épanouissement, et de ne rien s'interdire, qu'on soit garçon ou fille ou garçon. Alors, même si on est dans un pays où, nous l'oublions pas, il y a des prestations familiales considérables, hein, parce que les CAF sont porteuses comme nulle part au monde, hein, comme nulle part au monde, je le dis très clairement. Donc, voilà, il y a 1300 quartiers prioritaires de la ville, avec voilà, des moyens qui sont considérablement plus importants. On est en train, pour donner un exemple, dans le secteur de la petite enfance, par exemple, en matière d'établissement d'accueil du jeune enfant, eh bien, il y a eu un plan pauvreté du gouvernement en septembre 2018, et d'ailleurs, qui a été repris par les conventions de la CAF, donc pour favoriser l'accueil dans les lieux, dans les crèches, au lieu d'accueillir uniquement des parents qui tous les deux travaillent, donc des places pour des familles en situation d'urgence sociale, donc qui sont financées par l'État avec des bonus,
ou encore, donc, il y a un bonus territoire, un bonus mixité sociale et un bonus handicap pour permettre aux enfants en situation de handicap d'être accueillis, ce qui n'était pas le cas avant, avec 1 300 € par place, hein, ce n'est pas un petit détail. Donc, on voit qu'en même temps, il y a une vraie bataille contre, malgré tout, qui ne suffit pas, parce qu'on est dans une société avec une crise économique et sociale chronique, avec un chômage important, et on voit bien que bon, l'État, qui a une démarche très gestionnaire, n'est pas toujours autant préoccupé peut-être qu'il le devrait de cette égalité sociale-là, cette toute forme d'égalité, mais en même temps, il y a des gros moyens qui sont mis, mais effectivement, pour sortir de cette situation, il faudrait arriver à résoudre un certain nombre de paramètres qui nous, malheureusement, aujourd'hui, nous dépassent, malheureusement. Alors, si vous voulez, oui, c'est-à-dire que l'inspection du travail a des missions, dont des missions de vérifier l'égalité. D'ailleurs, vous avez environ 6 000 affaires qui sont plaidées par an devant les tribunaux au titre de ces inégalités. Donc, c'est l'affaire aussi des syndicats, bien sûr, puisqu'il y a des syndicats qui sont aussi là pour ça. Donc, il faut utiliser les outils démocratiques, hein, qui existent, qui sont à la disposition de chacun pour faire valoir ses droits. Et ce n'est pas seulement une affaire d'hommes et de femmes. Je le dis parce que je connais une affaire en cours où c'est précisément une association où il n'y a que des femmes, où une femme est au tribunal de prud'homme pour demander effectivement à ce qu'on respecte simplement ses droits et où on les a bafoués. Donc, c'est plus une affaire de patron à salarié, si vous voulez, voyez. Donc, attention justement à toutes ces prédestinations, faire un petit peu attention. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut regarder les choses avec cette souplesse parce qu'il y a toujours plusieurs facteurs, hein, dans les phénomènes sociaux. Et donc, de faire prévaloir un seul facteur sur les autres, vous voyez, ça peut être un peu dangereux. Ça peut amener à une vision justement de prédestination qui aboutit au contraire du but poursuivi. Parce qu'à la fin, finalement, ça fait perdre de la vigilance sur d'autres choses, alors que, bon, il faut avoir cette vigilance-là, effectivement, sur tous les plans. Mais sur l'égalité salariale, effectivement, il y a une vraie bataille politique qui est aussi, à travers un certain nombre de droits, qui donc a son écho dans le monde du travail, bien sûr. Et d'ailleurs, cet écart, c'est quand même considérablement réduit. Il est de 14,1%, donc pour ce qu'il en est donc au niveau des statistiques Eurostat, donc on est autour de 15% en France. Donc, et effectivement, bon, dans le secteur public, c'est un petit peu différent, puisqu'il n'y a pas d'inégalité de salaire, si vous voulez, puisqu'on passe des concours et que donc il y a un déroulement de carrière. Alors, c'est effectivement, on peut toujours, dans les déroulements de carrière, il y a des obligations, tous les 24 mois, vous passez un échelon, quoi qu'il se passe. C'est comme ça. Mais par contre, après, il peut y avoir des carrières plus ou moins accélérées selon un petit peu les responsabilités que vous prenez. Il peut y avoir des différences à un moment donné. Donc après, et d'autant plus qu'on voudrait une rémunération au mérite maintenant dans la fonction publique, ce qui est un peu choquant d'ailleurs. Mais le fait est que donc, il peut y avoir aussi dans les déroulements de carrière parfois des choses un petit peu différentes. Mais par exemple, il y a de plus en plus de directrices généraux de services dans les départements, dans les communes. Enfin, les femmes prennent de plus en plus de responsabilités dans la haute fonction publique. Mais il y a de toute évidence un retard à rattraper. Alors, selon les époques, évidemment, il faudrait regarder à deux fois. Voilà, sous quelle impulsion? Ben, écoutez, c'est Simone Veil pour ce qu'il en est du droit à l'avortement, puisque donc que je n'avais d'ailleurs pas cité jusqu'alors. Mais donc effectivement, qui était pardon. Non, je dis pas battu que pour l'avortement. Bien sûr, bien sûr. Non, mais bon, c'est comme bon, on a créé donc aussi un ministère des femmes sous la présidence de François Mitterrand. Enfin, effectivement, et maintenant, on est sur une quasi-parité donc dans les gouvernements. Hein, donc, même si, effectivement, après, vous savez, ça a aussi déclenché, c'est comme tout. Hein, la parité, on est à la limite de la question des quotas. Donc, attention avec la question des quotas. C'est plus l'égalité. Donc, si on se met à rentrer dans la logique des quotas, et c'est d'ailleurs une revendication d'une partie du mouvement féministe, le problème, c'est que ça vient de l'influence anglo-saxonne. C'est-à-dire, on copie toujours. Ce qui est extraordinaire, c'est que le modèle qui est l'Amérique,
que moi je considérais quand même comme le siège mondial du capitalisme. Et il se trouve qu'est vraiment la société par excellence, sans doute la plus discriminatoire des pays développés et la plus inégalitaire, c'est celle où on va chercher les modèles du point de vue aujourd'hui de ceux qui se présentent comme porteurs de la nouvelle, si vous voulez, voilà, la nouvelle vision, je dirais, du progrès humain. Moi, ça m'étonne beaucoup parce que les dirigeants de la gauche américaine des années 60 ont témoigné dans un livre qui s'appelle La citoyenneté aux États-Unis de Nicolas Gachon, qui est un historien, pour expliquer comment ils avaient un rêve commun au départ, ils voulaient transformer la société américaine, et que finalement ils se sont fait avoir par la politique des identités. Ils ont cru que c'était bien de reconnaître l'identité de chacun en donnant à chacun des droits différents selon sa communauté. Et aujourd'hui, ils disent on s'est complètement fait avoir, il n'y a plus de gauche aux États-Unis, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Donc, il faut quand même tirer des enseignements. Ça a divisé les forces sociales. Les latino-américains ne manifesteront jamais avec les noirs américains. Et donc, sur une question sociale, il n'y aura jamais de manifestation commune pour des conquêtes à venir. En tout cas, en l'état. Donc, ça doit faire réfléchir quand même, dans se dire, il ne faut peut-être pas tomber dans n'importe quoi. Donc, effectivement, on a si vous voulez, on a un vrai questionnement sur, je dirais, la mise en perspective, je dirais, d'une nouvelle façon de penser les choses par rapport à l'égalité. Donc, effectivement, telle qu'elle a été pensée par, vous faisiez référence donc, à qui fait les lois, en quelque sorte, mais de ne pas justement basculer tout d'un coup dans une logique qui deviendrait celle des quotas, parce qu'avec la parité, c'est vrai qu'on est juste à la limite. Et d'ailleurs, il y a eu Elisabeth Badinter, qui est une des grandes figures du féminisme français, avait publié un livre qui s'appelait Fausse route au moment de la parité, s'inquiétant de cela. Et donc, effectivement, parce que y a ce risque un petit peu derrière. Et à partir du moment où on a chacun des droits, on ne se bat plus pour les mêmes droits. Donc, ça devient, il y a un risque de fragmentation sociale. Donc, avec derrière tout ce que ça peut impliquer. Alors que la France est un pays qui a justement tout ce qui a les grandes transformations de la société. Je n'ai pas cité mai 68 parce que je me suis un peu interrompu dans ma présentation, mais j'étais un peu trop long. Mais voilà, à chaque fois, ça a été des mouvements qui ont concerné l'ensemble de la société. Et c'est ça qui est important. Hein, parce qu'il y a toujours la question du rapport de force, hein, quand même, un petit peu derrière les choses pour les faire évoluer. Il ne faut pas l'oublier. Donc, rassembler les forces, il y a une stratégie quand même. Il faut aussi avoir une stratégie qui soit opérationnelle, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que le principe d'égalité et de droits naturels de l'homme, tels qu'ils ont été énoncés avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a quelque chose, il y a une philosophie derrière qui va loin. Il y a un souffle de la liberté à travers la conquête de l'égalité, qui est un souffle qui souffle sur l'histoire et qui s'arrête à un moment donné si on se divise trop, inévitablement. Il y a aussi des forces en embuscade qui ne sont pas nécessairement favorables à l'égalité. Il ne faut quand même pas l'oublier non plus. N'oublions pas dans quelle société nous sommes complètement. On est quand même on vit sous un régime économique qui est quand même assez précis. Il y a la mondialisation. Aujourd'hui, on a tendance à laisser penser que toutes les décisions sont prises ailleurs, qu'on n'aurait donc plus de prise sur les décisions politiques et que l'économique imposerait aux politiques donc ses choix. Et donc, c'est un renversement de l'histoire dans la mesure où, justement, 1789, la Révolution française, ce qu'elle a affirmé, c'est le principe que voilà, la liberté que pour le peuple, c'est lorsqu'il s'érige en corps politique souverain. C'est ça la liberté. C'est-à-dire qu'il remplace le souverain, le peuple. C'est le souverain qui décidait tout seul au nom d'une puissance extérieure à l'homme, donc à laquelle il ne devait pas rendre de compte. Et puis après, c'est au contraire le peuple qui prend la place du souverain. Et donc, l'État doit lui rendre des comptes. Plus du tout pareil. Donc, c'est ça la vraie liberté. Cette liberté-là, elle est déjà en train de beaucoup s'effriter. Donc, il ne faut pas s'étonner que derrière les autres libertés, la question de l'égalité soit mise à mal. Puisqu'on est, vous voyez bien, on a l'impression que tout nous échappe. Vous êtes... Voilà. Ah ben, je ne dis pas que d'aujourd'hui, mais c'est un processus, depuis 1973 où il y a eu ce qu'on a appelé, donc effectivement, ce qui était donc la crise, donc
donc le choc pétrolier, en fait, crise de l'énergie, alors qu'elle était à la fois réelle et puis aussi un peu un prétexte malgré tout. Mais à partir de 1973, il y a un chômage, le chômage commence à se mettre en place, puis tu deviens une réalité chronique des sociétés développées. Bon, si c'est ça, est-ce qu'on ne doit pas plus se réfléchir au système lui-même? Parce que si vous voulez, après, c'est un problème si c'est est-ce que c'est un problème de conjoncture ou est-ce que c'est un problème de structure? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. Donc, ça pose des questions qui sont plus relatives au projet de société, à la forme de société que l'on veut. Parce qu'à un moment donné, il y a des inégalités qui ne peuvent que demeurer. L'égalité réelle, ça n'existe pas. L'égalité réelle, c'est un rêve. Il y a une partie de l'égalité réelle à laquelle on peut tenter d'accéder parce que effectivement, on va arriver à avoir un salaire minimum interprofessionnel de croissance, par exemple. On va avoir des minima sociaux, on va avoir la couverture maladie universelle, on va avoir quand même des repères dans une carrière avec un développement de carrière, etc. Donc, il y a des choses qui peuvent de la loi, voilà, avec des prestations familiales, enfin, des choses qui sont acquises. Mais à un moment donné, ça atteint ses limites par rapport à un système plus global qui lui, va produire par essence des inégalités, puisque le principe du marché, c'est le rapport de l'offre et de la demande, hein, c'est la mise en concurrence des uns et des autres pour le bonheur commun. Donc, ça, voilà, c'est une vision du monde, hein, c'est une vision où le marché, l'économie est devenu voilà, le véritable voilà, attelage qui conduit le monde. Donc, si c'est l'économie, le politique derrière. Et donc, le politique est en crise. C'est pour ça qu'il y a aussi une crise du politique, au sens une crise de la représentation. Parce que après, on a le sentiment de ne plus être représenté. Pourquoi? Parce que, quel que soit pour qui on vote, on a l'impression que ça ne changera pas. Parce que puisque ça vient d'ailleurs, puisque les exigences, puisque ce qui génère en fait les grands choix politiques vient d'ailleurs. Les décisions sont prises ailleurs qu'en France. Alors, moi, je dirais que l'égalité en droit, elle existe. Après, c'est aussi un problème de mœurs. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi un problème de pratiques sociales et de normes sociales. Donc, c'est des choses qui évoluent, qui n'évoluent pas à la vitesse des lois. C'est pour ça qu'il faut du temps pour que, je disais tout à l'heure, au XIXe siècle, on n'aurait jamais eu l'égalité des droits pour les femmes s'il n'y avait pas eu d'individu de droit. L'individu de droit, il est né de la révolution industrielle. Donc, et des révolutions industrielles dans les pays développés. Donc, c'est transformer des individus qui n'avaient aucune idée du salaire individuel, en quelque sorte, et qui vivaient dans un autre monde communautaire, à des individus qui ont un salaire individuel et qui doivent donc qui sont des individus qui développent une nouvelle forme de solidarité. C'est Émile Durkheim, le grand sociologue, qui a vu ça et qui l'a très bien exprimé, puisque lui, il voit la solidarité communautaire comme une solidarité mécanique. L'individu n'avait aucun droit, aucun désir à exprimer. Tout était prévu à l'avance le concernant. Et il passe à une solidarité qui dit organique parce que c'est l'homme libre qui décide de son alliance avec les autres. Donc ça, c'était pas envisageable avant. C'est pas un truc qui a été écrit par quelqu'un. C'est pour ça qu'il n'y a pas un complot de l'histoire contre je ne sais qui. Et l'histoire, elle s'écrit par les hommes. C'est les hommes qui l'écrivent. Donc en l'occurrence là, bon, ça a bouleversé les rapports sociaux, cette affaire. C'était prévisible par personne, ça. Mais donc, on est à une époque où on est entré dans une période de crise très importante des rapports sociaux, alors avec des rapports marchands, où le corps est aussi marchandisé, etc. Il y a plein de choses derrière, parce qu'après, comme on a eu l'économie de marché, il y a beaucoup de choses qui lui sont autorisées aussi. Donc, et après, les individus sont libres, donc ils peuvent aussi, de ce point de vue-là, d'une certaine manière, même si la prostitution en France est maintenant quasiment interdite, il faut le savoir, mais qui existe toujours, mais plus caché, puisque l'interdiction, à la fois du côté… Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Voilà, mais, oui, c'est sûr, mais bon, on n'est plus non plus comme dans la situation des Pays-Bas où on va mettre les prostituées en vitrine. Mais bon, voilà, si vous voulez, le monde n'est pas parfait. Il y a des droits fondamentaux, on les utilise ou on ne les utilise pas. Ce qui était important, c'était cette conquête des droits. Mais par contre, après, il faut toujours bien avoir à l'esprit qu'une société, ce sont des hommes vivants,
avec des générations qui s'enchaînent et des transformations qui prennent le rythme que les circonstances permettent et que les volontés permettent. Donc, il n'y a pas d'égalité réelle. Et d'ailleurs, l'égalité réelle serait peut-être même inquiétante, parce que je ne sais pas si on était tous pareils. Il y a même des sociétés où on a tenté ça, ça n'a pas donné un succès formidable. Même si au départ, c'était une très bonne intention, mais le résultat à l'arrivée, ça a été un peu une société de caserne quand même. Donc, vous pensez que l'égalité, en fait, il faut être identique? Moi, je ne vois pas ça comme ça. Ah non, je ne dis pas ça, mais je dis que ça a été un projet. Ça a été même un projet de société de faire ça. D'être complètement identique. Ça a été vraiment un projet. Mais le fait est que justement, c'est dans cette complexification des relations, mais je crois que c'est un peu, ça tient à une certaine conception de l'humanité et de l'humain. Voilà. Si cette conception-là, on pouvait déjà la donner à l'école pleinement et correctement, ce serait déjà un énorme progrès. Et que ce soit pas, que tout passe pas par des biais où on autorise aussi. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, il y a 15 jours, j'étais devant 250 étudiants dans une institution que je nommerai pas. On m'avait, au préalable, envoyé un message pour me dire « Attention avec ce groupe-là, c'est explosif, il y a déjà eu des problèmes avec des formateurs, etc. » Je suis arrivé, j'ai commencé à être testé par certains qui voulaient transformer le cours en forum politique. Et moi, j'ai dit « Je vais vous dire une chose, vous êtes là pour avoir un métier. Vous êtes dans l'enseignement supérieur pour avoir un métier. Donc, il dit, je suis là pour vous apporter un certain nombre d'informations et de connaissances qui doivent vous permettre de vous réaliser, de vous épanouir. Je ne lâcherai rien là-dessus. Je suis là pour ça et je ferai mon cours. Maintenant, si on a à avoir des débats sur ces questions, d'abord, prenez les connaissances, enrichissez-vous et ensuite, je serai ouvert à tous les débats que vous voulez. C'était réglé. Mais il a fallu que je fasse quelque chose là. Je n'ai pas commencé par dire « Ah, on va discuter, le dialogue, je ne sais pas quoi ». J'ai tenu ma place. J'étais attaqué immédiatement parce que je représentais l'autorité. Bon, et parce qu'il y a cette tendance-là dans les groupes aujourd'hui. Et je le dis parce que je le vis, je vois beaucoup d'étudiants. Ce que je veux dire, c'est que ça commence par un certain respect d'autrui. C'est tout. Et là, vous voyez, il est un peu perdu. Il y avait un étudiant qui a demandé, je lui ai tapé sur l'épaule parce qu'il regardait un film pendant le cours avec les oreillettes. Si vous voulez, c'est un problème de départ, si vous voulez, et d'éducation. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une vraie question d'éducation à quelque chose qui est un peu perdu aussi avec le smartphone, le fait qu'on a l'impression de pouvoir accéder à tout moment qu'il n'y a plus de limite en rien, si vous voulez, qu'on est tellement individualiste qu'on va tout définir par soi-même et pour soi-même. Donc, tout ça, ça joue un rôle qui est quand même assez négatif par rapport à l'égalité, parce que ça contrarie quand même beaucoup l'égalité. Si déjà on n'a pas de considération pour l'autre assez pour être dans un rapport d'interaction qui est à peu près égal, si vous voulez, le reste, comment vous voulez que ça suive? Donc, il y a quand même ça au départ, vous voyez. Donc, ça, faut parfois l'imposer quand vous voulez faire un cours correctement, quoi. Donc, on voit bien la difficulté. Vous voyez, il y a un humanisme qui est un peu perdu, ça rejoint ce que vous disiez, sur des conquêtes sociales qui étaient liées à une certaine idée de l'homme, quand même, et de la femme, de l'homme avec un grand H, de la femme et de l'homme. Et le fait est que ça, c'est un peu en train de… Oui, ça, c'est beaucoup attaqué, hein. Quand on voit comment même les médias, la télévision, comment on se comporte, les insultes dans les émissions, ça fait la une en ce moment. Enfin, c'est vrai qu'il y a des repères qui volent en d'éclats. Et même ces jeux auxquels les jeunes ont accès, qui sont des jeux où vous marquez des points en fonction des délits que vous commettez. Vous savez, il y a un moment que ça dure, ça. Hein, ou Call of Duty, là, ces jeux-là où il y a une des missions, c'est tuer Fidel Castro. Et à la fin, vous arrivez à la fin avec le pistolet, vous tirez dans la tempe de Fidel Castro. Bon, si vous voulez, vous voyez un petit peu où ça mène. Enfin, c'est vrai que on ne sait plus très bien où on habite. Il y a la guerre du Vietnam et il n'y a jamais assez de morts. Et le gars qui tire et qui tue, lui dit « Il en faut plus, Charlie, il en faut plus, il en faut plus. » Et le gars, il tue, il y a du sang partout. Ben, vous voyez bien, il y a quand même il y a un problème là. Il y a quelque chose il y a un lâcher-prise dans tout ça. Donc, on voit bien qu'à différents niveaux, il y a effectivement pas mal de jeux dans le système qui fait que cette question d'égalité, elle dépend aussi de comment on se comporte. Ce n'est pas que des lois. Moi, je vais vous donner un exemple de contradiction. C'est la loi Boutin de 2009, qui est la loi sur recentrer donc l'accès au logement social sur les familles les plus pauvres.
Le résultat, plus une mixité sociale. On a chassé tous les anciens petits retraités, les familles populaires qui avaient tout juste un petit peu plus que ce qui était attendu pour pouvoir y rester avec le surloyer, etc. Donc, on a fabriqué des ghettos. Mais ça fait aussi par la bonne volonté, parce que c'était pour lutter contre, justement, en faveur des pauvres, au nom des pauvres. Donc, vous voyez bien qu'on... Non, mais ça évolue, ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis d'ailleurs, toutes les banlieues ne sont pas comme ça, attention. Aujourd'hui, il y a 1300 quartiers prioritaires. Il faut aussi faire un petit peu attention. On n'est pas dans un pays ghettoisé, attention. Mais parce qu'il y a aussi beaucoup de moyens qui sont donnés. Les communes, elles ne font pas rien. Il y a le quotient familial. Enfin, il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière. Il y a des efforts énormes qui sont quand même faits en politique de la ville, etc. Maintenant, on est quand même dans une situation de chômage chronique, avec des difficultés économiques, sociales, des effets sociaux qui sont importants. Il faut aussi intégrer une population aussi qui arrive sur notre territoire et auquel il faut donner une place. Donc tout ça, c'est la société. Il faut qu'elle fonctionne à peu près correctement. Il faut qu'il y ait de l'huile dans les rouages. Donc, on voit bien que on est dans une complexité. Donc, bah oui, l'égalité, elle est étroitement liée à ça, mais l'égalité économique qui est vraiment un domaine. Il y a l'égalité, là, on était sur l'égalité, la question des sexes, l'égalité, il n'y a pas, d'ailleurs, je disais qu'il n'y a pas que l'égalité, puisqu'il y a des droits spécifiques qui ont été heureusement reconnus, mais effectivement, la question de l'égalité de la pauvreté, bon, les familles monoparentales qui sont 25% aujourd'hui des familles françaises, eh bien, c'est là où on va trouver le plus grand nombre de situations de pauvreté, par exemple. Il y a 3 millions d'enfants pauvres en France, voilà. Donc, on est 9 millions environ de familles pauvres. Donc, effectivement, on a cette situation qui est tout à fait réelle. Et effectivement, l'égalité dépend aussi des moyens dont on dispose, des moyens pas simplement financiers, mais culturels aussi. Et donc, effectivement, ça sans aucun doute, un impact. Et à une autre époque, c'est vrai que la télévision faisait aussi un autre travail dans ce domaine, alors qu'aujourd'hui, il faut vraiment sélectionner. Sinon, si vous tombez sur la mauvaise chaîne, vous aurez des surprises. De toute façon, la liberté, vous savez, il y a la liberté qui est donnée par, je disais, il y a le droit. Donc ça, c'est une chose, on parlait de conquête de droit. Puis après, il y a l'évolution des mœurs, des cadres mentaux, des cadres sociaux. Et puis la liberté, après, effectivement, c'est aussi un usage qui relève de l'individu. Voilà. Il y a des gens qui se mettent à mal, des gens qui se droguent, ils utilisent leur liberté dans un sens qui est un peu d'autodestruction. Donc voilà, ça, après, c'est justement, ce sont des possibilités. Le droit relève de possibilités. Et après, les individus en font ce qu'ils croient devoir en faire. Et puis après, il y a des facteurs qui sont donc effectivement transverses, comme la question des inégalités sociales, qui, elle, traverse et qui fait qu'il y a une espèce de modulateur un peu en fonction des classes sociales. On ne parle plus beaucoup aujourd'hui, il faut bien le dire, c'est un peu dommage, parce qu'on a oublié un petit peu qu'on avait des classes sociales dans ce pays. Mais donc, effectivement, il n'y a pas que les plus riches et les plus pauvres, il y a des classes sociales. Voilà, dans les classes moyennes, le bas du tableau n'a rien à voir avec les hautes classes moyennes qui représentent environ aujourd'hui 25% de la population par rapport à un certain seuil. Donc, on considère voilà, qu'en gros, on a 25% de la population qui serait, je dirais, à l'initiative de l'essentiel des grandes décisions pour les autres, on va dire, pour simplifier. Voilà, donc on voit bien, d'ailleurs, on gouverne avec à coup de sondage et d'enquête d'opinion. On pourrait faire des référendums, ce serait peut-être mieux, non? Il y a 2 articles dans la Constitution, l'article 11 et 89, qui le permettent. Pourquoi on ne recourt pas au référendum? Peut-être pas comme les Suisses tous les matins, mais par contre, effectivement, on pourrait quand même avoir l'usage du référendum, ça serait quand même pas mal. C'est vrai que c'est incroyable, c'est vrai qu'on n'y recourt pas, alors que bon, pourtant, c'est vraiment là, pour le coup, ça s'appelle la souveraineté populaire, le référendum. La souveraineté nationale, c'est qu'on vote pour nos représentants de la nation. Mais par contre, le référendum, c'est quand les citoyens directement s'expriment, c'est vraiment la souveraineté populaire. C'est-à-dire, c'est vraiment le grand acquis de l'histoire par excellence. On devrait être beaucoup plus consulté, sans aucun doute, sur un certain nombre de questions. Ça, c'est absolument évident. Ça, par contre, ça redonnerait du sens à la démocratie et effectivement, pour le coup, ça permettrait d'entendre réellement les Français au lieu d'aller interroger 1000 personnes pour dire les Français pensent que. Parce que ça, par contre, ça, c'est vraiment…
Ça ne va pas du tout. En tout cas, voilà.